enfin, si votre algorithme avait un comportement différent avec des matrices pseudo-aléatoires et des matrices aléatoires, vous seriez capable d'en construire un algorithme qui distingue entre ces deux matrices. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce cadre testé 0 ou 1, ça s'applique au cadre de n'importe quelle simulation. Ça vous garantit que si vous utilisez une suite qui vérifie cette propriété-là, eh ben, vos simulations auront le même résultat qu'avec une distribution uniforme, modulo des tests polynomiaux. Donc, à moins que vous investissiez une somme gigantesque en temps pour distinguer ces distributions, vous n'arriverez pas à les distinguer. Donc ça valide typiquement n'importe quelle simulation comme étant effectivement basée sur une vraie distribution aléatoire. Ouais. C'est la chose sur laquelle c'est mission que les probabilités soient. Le truc naturel qu'on a envie de faire, c'est plutôt la probabilité que A de G de X égale A de Y. Ah oui, non, mais on ne peut pas le dire. Bah non, c'est deux distributions différentes. Même si elles étaient toutes les deux uniformes, la probabilité elle serait évanescente. D'accord, oui, là, grosso modo. Là, en fait, c'est vraiment. Ça se trouve, c'est deux comportements complètement différents, mais on dit juste en moyenne le nombre d'entrées où ça se comporte de la même façon, c'est le même. Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un algorithme polynomial. Donc si tu avais des comportements complètement différents, vu que c'est pour tout algorithme, tu pourrais très bien reporter l'autre sur les deux, les superposer. Et du coup, tu vois, si tu as n'importe quel critère qui te permet de distinguer les deux distributions, tu peux l'utiliser pour construire un algorithme A sur lequel cette inégalité sera plus vérifiée. C'est vachement puissant. Hein. Le pour-tout, c'est énorme. Hein. Le pour-tout algorithme en temps polynomial, ça veut dire que si tu as n'importe quel critère pour distinguer ces distributions qui répond en temps polynomial, tu peux construire un A tel que ça distingue. Tu vois, typiquement, tu peux dire, bah voilà, c'est A, il regarde la distribution et il vérifie que la distribution elle a un certain comportement. Tu vois, tous les calculs, tu vois, tu peux imaginer qu'il va faire un tirage, il va faire plein de tirages de X. Tu vois, il va regarder la distribution de X et après il va avoir un critère qui te dit, bah voilà, cette distribution elle n'a pas la bonne forme, donc tous les trucs que tu peux calculer en temps polynomial, c'est bon quoi. Donc c'est assez difficile d'imaginer la puissance de ce truc quoi. Alors, donc là c'est ça. Donc ça c'est X, c'est le germe, c'est ce que je disais tout à l'heure, et G de X, bah, c'est la suite pseudo-aléatoire. Ça, je vais vous le montrer tout de suite. Donc là en fait, ce qu'on va voir, c'est cette chaîne-là. C'est-à-dire que grosso modo, donc là ça c'est un truc qui a été démontré. Alors en fait, ça a été dans cet endroit-là. Donc là c'est Zoé Trabin, je crois. C'est Shamir. C'est Shamir, oui c'est ça, c'est Shamir. Je mélange à chaque fois sur ce truc-là. Donc il y a Shamir qui a démontré que si on est capable de faire qu'on est capable de générer on est capable de générer un générateur imprévisible, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de prévoir le bit suivant à la lecture des premiers, à partir de l'existence de fonctions dures à calculer. D'accord ? Donc ça c'est le premier résultat. Donc ça c'était 81, c'est-à-dire ça implique ça. Après ça, dans 82, il y a Yao qui a démontré que en fait, quelque chose d'imprévisible, c'est la même chose que pseudo-aléatoire. C'est-à-dire que ne pas être capable de prévoir le bit suivant, c'est la même chose que si on donne tous les bits, de ne pas être capable de faire la distinction avec uniforme. Donc, alors là, il y a un sens qui est assez trivial, c'est-à-dire que si on est pseudo-aléatoire, on n'est clairement pas prévisible, parce que si on est capable de distinguer au niveau, quand on a tous les bits, on est capable de prédire le bit suivant, grosso modo. C'est le sens difficile. C'est quel sens ? Alors, si tu es capable de prédire le bit suivant, tu n'es pas pseudo-aléatoire. Donc, du coup, ça veut dire que ça implique ça. C'est par la contraposée. C'est ça, c'est si je suis prévisible, c'est-à-dire non ça implique non pseudo-aléatoire. Okay, et inversement, l'inverse c'est plus chaud. D'accord ? Donc c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire, mais c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué, c'est un super joli argument à 2 balles qui est extraordinaire. Et alors après, là, tout récemment, ce qu'ils ont démontré, c'est l'équivalence en fait. C'est-à-dire que si on arrive à faire des générateurs pseudo-aléatoires, alors on a des fonctions qui sont dures à calculer. Alors en fait, c'est pas tout à fait ça que ça veut dire. C'est grosso modo, il y a des conjectures bizarres qui apparaissent, enfin, il y a des trucs bizarres qui se deviennent vrais. Genre le permanent, on peut le calculer, ou on peut le calculer en temps polynomial,
ou je ne sais plus quelle est l'autre catastrophe qui se passe. Il y a une alternative entre deux catastrophes. Je crois que c'est un truc avec NX, je ne sais plus ce que c'est. Donc voilà, donc, enfin, grosso modo, c'est des trucs, on n'y croit pas trop. Mais ça, ce serait aussi des bonnes nouvelles. Voilà. Alors, ça fait dire quoi? Ça fait dire que on est dans une situation assez sympa, grosso modo au niveau de la théorie, qui est que soit il existe une fonction super dure à calculer, et dans ce cas-là, on est capable de générer des suites pseudo-aléatoires en utilisant cette fonction super dure, et donc on est capable de dérandomiser BBP. D'accord? Soit on n'est pas capable de dérandomiser BPP, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de fonction super dure. D'accord? Donc on est dans une situation avec deux alternatives assez sympas, qui font que pour l'instant, la situation est quand même pas plutôt positive, mine de rien. Enfin, je veux dire, on aura toujours une bonne nouvelle. Enfin, on n'aura jamais une mauvaise nouvelle toute seule. Donc ça, c'est un truc assez rigolo à voir, quoi. Alors, donc ça, on a vu la définition de générateur pseudo-aléatoire. Okay, c'est-à-dire, voilà, c'est pseudo-aléatoire si aucun algorithme A n'est capable de distinguer entre... Enfin, n'a pas de probabilité significativement différente de répondre 1 si on lui soumet un truc pseudo-aléatoire ou un vrai truc aléatoire. La différence est nulle. Alors, donc on va avoir quelque chose qui va être plus facile à engendrer. D'accord? Qui est ce qu'on va engendrer en fait en vrai. Et en fait, c'est le premier truc qui a été engendré, c'était les générateurs imprévisibles. Alors là, on voit que c'est plus sympa parce que quelque part, c'est incrémental. Du coup, ça va être beaucoup plus facile à gérer parce que là, si vous voulez, il regarde la suite d'un coup et il doit dire non, oui, non. Et pour résister à ça, ça paraît très dur. Alors que résister à un truc qui n'est pas capable de prévoir le bit suivant, ça, on peut imaginer qu'on peut essayer de le tromper. C'est ce qu'on va faire. Alors, ça veut dire quoi imprévisible? Alors, ça veut dire que pour tout algorithme polynomial B, donc ça c'est le même truc que tout à l'heure, on va essayer de résister à tout. Oui, il est probabiliste. Ouais, en fait, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Ça ajoute pas de puissance parce qu'il y a déjà des probas partout. Oui. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? B, il prend 1 en unaire. Alors ça sert à quoi? Ça sert simplement à ce que sa complexité, elle soit aussi en fonction de la longueur de la chaîne de bits aléatoires. C'est-à-dire que si on engendre une chaîne de taille n, on lui donne un temps proportionnel. Donc ça, c'est positif pour B. C'est-à-dire que s'il sait qu'il va avoir une chaîne de longueur n, il a le droit de faire un temps de calcul qui dépend de n, même s'il n'a qu'un seul bit. Donc ça, c'est juste un encodage pour dire simplement que B, on l'autorise à avoir une complexité qui dépend de la longueur de la suite qu'on engendre. D'accord? Donc si on lui file... Alors là, le Y, c'est pas une distribution uniforme, hein, le Y, c'est l'image de X par G de X. Donc ça, c'est la suite qui est engendrée. Si on lui file les I-1 premiers bits, la probabilité que B prédise correctement le suivant, elle n'est pas significativement supérieure à 1,5. C'est-à-dire qu'elle est plus petite que 1,5 plus epsilon de n, où epsilon de n, c'est une fonction comme tout à l'heure, une fonction négligeable. Donc ça, c'est pareil, c'est pour tout B et pour tout C là. Donc on a vraiment un truc violent. On ne peut pas faire mieux. Donc ça veut dire, grosso modo, qu'on ne peut pas prédire le bit suivant en temps polynomial, randomisé, avec une proba supérieure à 1,5. Enfin, significativement supérieure à 1,5. Alors, le premier résultat, c'est de dire que voilà, si on n'est pas capable de prédire le bit suivant, eh bien on est pseudo-aléatoire. Ça, c'est pas totalement trivial. Okay. Et après ça, ce qu'on va voir, c'est que s'il existe une permutation à sens unique, on verra la définition tout à l'heure, c'est grosso modo un truc qu'on a une proba très faible de réussir à inverser, et ben on est capable de construire un générateur. Donc, ça, alors moi, ce que j'aime bien dans ce résultat, c'est que ça fait vraiment le tour de tout un tas de trucs qu'on retrouve partout dans l'informatique théorique, en théorie d'approx, plein d'endroits. Enfin, je dirais en crypto, en débugage, tout un tas de trucs. Donc là, comment on démontre ça? En fait, on utilise une astuce qu'on trouve dans plein d'endroits en algo, typiquement dans des méthodes de dérandomisation, par la méthode de l'expérience conditionnelle, je ne sais pas si ça vous parle. Typiquement, on remplace le futur par du hasard. On voit ce qui se passe, on essaye de faire aussi. Ça, typiquement, ça va être la clé pour répondre à ce théorème-là. Alors, il y a une autre façon, c'est l'hybridation, qui est en fait la clé aussi de ce théorème-là, où grosso modo, on va essayer de déformer progressivement une distribution pour passer de l'un à l'autre. Grosso modo, là, ce qui se passe, c'est qu'on a les i-1 premiers bits, on est capable de prévoir le bit suivant, et on va essayer